Bonjour à tous, merci d'être ici avec nous à distance pour ce webinaire sur l'achat collectif de rénovation énergétique. Si on peut passer à la slide d'après, je vais vous présenter ce qu'on a prévu pour cette session. Donc là, on est parti jusqu'à 18 heures. On a un ordre du jour qui est assez dense. On espère que ça va vous intéresser. Donc tout d'abord, on va parler d'achat collectif de rénovation entre particuliers et entre particuliers et bailleurs sociaux. Pourquoi se lancer dans une démarche d'achat groupé de rénovation énergétique et comment le faire? On parlera d'un benchmark qu'on a fait sur diverses dynamiques qui ont été mises en place à travers l'Europe et d'un process de mobilisation des habitants qu'on propose de mettre en place pour lancer une démarche d'achat collectif. On parlera d'un site pilote sur lequel on est en train de lancer ce genre de démarche autour de Bordeaux et on parlera aussi concrètement de quels outils contractuels mettre en place pour structurer un achat collectif. Donc ça, c'est dans la partie 1. Ensuite, on vous parlera brièvement d'un appel à manifestation d'intérêt qu'on a lancé pour accompagner des collectivités à lancer un achat groupé. Et on terminera par une note assez joyeuse avec la démonstration d'un jeu vidéo qui s'appelle Rénopolis, qui vise à sensibiliser les particuliers à l'achat collectif de rénovation, à la rénovation énergétique et à la dimension groupée de l'achat de rénovation. Donc voilà le programme. Et donc, je laisse la parole à Sébastien pour nous faire quelques mots d'introduction. Bonjour à tous et à toutes. Je te laisse faire avancer les diapos. Ravi d'avoir ce petit temps de partage avec vous. Voilà, on parle de lancer des rénovations collectives et c'est vrai que des dynamiques collectives entre voisins à des niveaux de quartier, c'est un grand classique des villes et villages, hein. Pour faire face à des grands enjeux, on réinvente rien aujourd'hui. Les villages fortifiés pour faire face aux invasions barbares, voilà. Il y avait des invasions barbares et on se réunissait entre voisins pour pas se faire envahir. C'était au Moyen Âge. Il y a eu des jardins ouvriers, des cités-jardins où on s'est aussi organisé, là pour des questions d'autonomie alimentaire ou de qualité de vie, à organiser des vies collectives. Les fêtes de village, on connaît. Mais en tout cas, voilà, se faire face et se retrouver, c'est pas quelque chose de nouveau pour avoir des actions joyeuses et positives. Ensuite, c'est les périodes de troubles sont particulièrement propices à des démarches de solidarité locale. C'est vrai qu'on a un contexte global qui est quand même pas très riant entre les atermoiements sur MaPrimeRénov', les situations budgétaires de l'État qui n'amènent pas à l'optimisme quant aux différents dispositifs de soutien, les reculs sur les questions de climat et d'énergie au niveau mondial, des engagements pris de surtout acheter encore plus d'énergie fossile plutôt que de ramener les questions de précarité énergétique, le niveau de pauvreté et donc de pauvreté énergétique plus haut que jamais. Bon, voilà, tout n'est pas très joyeux, mais bon, en même temps, dans ces moments, effectivement, il y a peut-être effectivement du sens à s'organiser dans des solidarités locales pour essayer de gérer au mieux malgré des contextes difficiles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des pionniers conseillés avec des approches différentes. C'est un peu ce qu'on a vu. Il n'y a pas une approche unique, hein, voilà. Il y a des adeptes du 4-4-3, d'autres du 4-4-2. Le sujet fondamental, c'est qu'il y a différentes recettes éprouvées. Mais ce qu'il faut, in fine, c'est de la créativité, du dévouement pour arriver à faire vivre ces collectifs. Et il n'y a pas effectivement un modèle unique. C'est ce qu'on voulait commencer à partager un petit peu dans le début de notre présentation. Hein, comment on peut arriver à créer de la confiance dynamique, mais selon les caractéristiques des territoires. Tout ne se fait pas de la même façon. Hein, et c'est ce qu'on voulait commencer par illustrer par une analyse qu'on a fait en tout cas des meilleures pratiques européennes en la matière. Euh, on a synthétisé un peu 10 commandements, 10 leçons clés qui ressortent effectivement de l'analyse de comment les pionniers ont réussi à démarrer et activer des démarches de rénovation collective. Hein, où c'est pas chaque maison traitée une après l'autre, mais on se lance en dynamique multi-acteurs à l'échelle de quartier. Et donc ça, on a regardé des choses qui se sont passées à Bordeaux, et on a Antoine Pagès qui interviendra après, hein, autour de la dynamique Facirénov, ce qui a été fait sur des sujets plus énergie renouvelable par les centrales villageoises, ce qui a pu être fait en Irlande, au Royaume-Uni, en Belgique. Enfin voilà, il y a différentes expériences à travers l'Europe qui sont plutôt inspirantes, même si elles ont des façons de procéder différentes, et aussi c'est la richesse de ça. Hein, avec effectivement des profils un peu variés, des structures qui portent des dynamiques collectives de rénovation de quartier. Parfois, c'est des opérateurs ensembliers parapublics, hein, des entités effectivement au capital duquel sont les collectivités, hein, parce qu'effectivement, c'est la force publique qui s'investit et qui s'engage dans ces projets-là pour les mettre en œuvre. Parfois, on a vu d'autres configurations où c'est plutôt des mouvements de coopératives citoyennes, notamment qui travaillaient initialement sur un périmètre énergie renouvelable, qui elles se sont dit que c'était bien d'acheter des panneaux solaires en commun, mais on peut faire d'autres choses, et des actions de sobriété, de rénovation en commun, c'était aussi intéressant. Donc des exemples en tout cas inspirants.
Il y a quelques cas, alors ça c'est plutôt dans le monde anglo-saxon, où c'est des associations de citoyens dont l'objet est la rénovation des logements, mais on voit aussi que c'est dans des pays où les pouvoirs publics sont faibles, que parfois le relais est fait fortement par des associations citoyennes. Hein, ce que je veux dire, dans le monde anglo-saxon, quand l'Irlande a 12% de taxes sur les GAFA et qu'ils les attirent en leur faisant pas payer de taxes, bah, les pouvoirs publics n'ont pas d'argent pour mener des politiques, des politiques publiques. Donc effectivement, c'est aussi un défaut qui existe, mais ça montre qu'il y a des organisations citoyennes qui peuvent aussi fonctionner. Il y a eu des associations de consommateurs qu'on a vues, ça s'est fait en Slovénie, où c'est les équivalents du UFC Que Choisir qui ont organisé des démarches effectivement entre citoyens pour faciliter des démarches d'achat groupé. Et puis il y a parfois eu des associations micro-locales de citoyens, voilà, qui rattachés à aucun mouvement national ou collectif ont décidé de se lancer. Donc voilà. Alors c'est sûr quand c'était des organisations de citoyens entre eux, c'est qu'on a plutôt vu des dizaines de logements rénovés, alors qu'il y a des collectivités maintenant qui en sont à plusieurs milliers de démarches rénovées de cette façon. Mais voilà, en tout cas, quelles que soient les prismes et les partis pris de projets en zone rurale, en zone urbaine, il y a quand même 10 principes clés qui nous semblent ressortir de ces différentes expériences à travers l'Europe et qui nous semblaient importants de partager hein, auprès de vous, qui êtes possiblement intéressés à lancer ce type de dynamique collective, parce que c'est toujours dommage de reproduire des difficultés qu'ont eu d'autres si on peut effectivement s'en passer et aller directement, en tout cas, euh, d'une façon qui permet d'éviter en tout cas ces problématiques qu'ont rencontrées d'autres avant nous. Alors, je laisse Fénitra dérouler. Voilà, premier principe, pour démarrer, c'est quelque chose qui n'est pas commun de faire. Souvent, les gens n'ont jamais rénové de leur vie leur maison. Et donc, il y a un sujet qui est clé au départ, c'est qu'on se dit au départ, pour faire des rénovations groupées, idéalement, si on avait 15 maisons qui se ressemblaient et qui étaient parfaitement les mêmes, ça serait génial. Oui, mais in fine, on travaille quand même de l'humain. Faire un train projet collectif, c'est avant tout des humains qui ont envie de travailler ensemble. Et la leçon que nous apprennent les pionniers qui ont fait ça, c'est commencer par trouver des gens qui ont le bon état d'esprit. Et parfois, vaut mieux des maisons pas tout à fait pareilles, mais des gens qui ont une volonté de faire ensemble, plutôt que des maisons euh, identiques, mais avec des gens aux personnalités qui vont rendre complexe la coopération, parce qu'on parle avant tout d'un projet collectif à la base duquel est l'humain. Donc voilà, dans un cas parfait, on a tout ce qu'il faut, des humains motivés et des maisons identiques, mais la réalité, c'est qu'il vaut mieux des humains très motivés que des maisons parfaitement identiques. Deuxième sujet, alors des citoyens peuvent essayer de le mener seuls, mais forcément, il y a des dimensions qui sont importantes. Quand on parle d'isolation, notamment par l'extérieur, ça a des impacts urbains. Et les autorités locales peuvent être en tout cas précieuses pour aussi créer la confiance. Il y a eu des arnaques à la rénovation qui ont été très dommageables pour la filière. Donc c'est absolument essentiel de faire ça main dans la main avec les collectivités. Que celles-ci soient financeuses ou pas de la démarche, en tout cas, il faut que ça soit fait en bonne intelligence et que très tôt des contacts soient pris avec elles pour faire ça. Et il y a aussi une base, c'est que ce qui a pu être fait sur certains territoires, c'est la collectivité à cofinancer des audits par les mêmes prestataires, et j'incite par les mêmes prestataires, des différentes maisons d'un quartier. Parce que si chacun fait faire son diagnostic énergétique, son accompagnement par mon accompagnateur rénov, par 15 professionnels différents, mine de rien, on va avoir 15 prismes, 15 bouquets de travaux, alors que c'est des maisons qui se ressemblent. Et c'est très compliqué de faire ensemble quand on part d'un diagnostic initial avec des biais, des méthodes différentes. Donc c'est très important en tout cas. Et la première chose qu'on a à faire en groupé, quand on veut rénover groupé, c'est acheter groupé le prestataire d'audit énergétique, le prestataire d'accompagnateur rénov. Alors, ça fera moins cher pour tout le monde dès la phase d'audit, mais surtout, ça va être extrêmement cadrant pour avoir des cohérences quand on va passer à la réalisation de travaux. Troisième leçon, certes, c'est intéressant d'avoir un volume, et si on a 10 personnes motivées, c'est moins bien que si on a 20, et si on a 50 motivés ou 100 motivés, c'est génial. Mais il y a un moment, il vaut mieux pas attendre 3 ans et demi d'atteindre la barre fatidique des 100 pour démarrer. Il faut accepter, on parle de vague de rénovation, vague avec un S, il faut accepter que c'est aussi OK de lancer par vague, et peut-être que dans un quartier au départ, on va avoir 6 à 12 personnes motivées. Bah, peut-être qu'il faut commencer par ces 6 à 12, même si on sait qu'il y a un potentiel de 200 maisons identiques dans le quartier un peu plus loin. Parce que le fait de rendre concret, visible, de réaliser des travaux chez ces 6 à 12, alors c'est sûr que 6 à 12, on n'a pas le même effet de baisse de prix que si on était 200, mais ça va rendre concret, visible, ça va donner à voir, les gens vont être interpellés en marchant dans le quartier, et la première petite vague va permettre beaucoup plus facilement de générer une deuxième beaucoup plus grande vague un an plus tard. Donc c'est aussi OK, et c'est bien certes de viser du volume, mais à un moment, il faut démarrer. Quatrième point, il y a effectivement important d'avoir une mise en cohérence forte entre ce qui est promu et les systèmes de subventions qui existent. Parfois, il y a des territoires qui bonifient des subventions nationales ou des subventions adaptées à des choses. Et puis, c'est important d'avoir un système qui permet un alignement fort des services publics pour promouvoir ce genre de démarche.
On a vu des territoires où il y a un soutien très fort des services de la transition énergétique du territoire, d'aide à la rénovation, pour monter des projets avec des subventions obtenues voire publiques et qui a amené à des refus des services d'urbanisme pour les projets proposés. Et donc c'est là qu'on a envie de dire, mais pourquoi il n'y a pas eu de concertation amont entre les services en charge des permis de construire et ça? Et c'est effectivement, c'est particulièrement voilà, source de confusion et de déception chez les citoyens quand on voit qu'il n'y a pas l'alignement de l'ensemble des services. Et on sait qu'une collectivité, ça peut être différentes collectivités entre une interco, un département et une municipalité. Mais en tout cas, si ça peut être déminé le plus en amont possible, notamment quand il y a des travaux sur l'enveloppe extérieure, ça aide quand même au succès des démarches. Cinquième leçon, voilà, on parle de calendrier, mais c'est important. Il y a un moment, il faut dire aux gens, et c'est ce qu'ont très bien fait les Espagnols de Som Energia, c'est un moment, voilà, il faut vous décider. Là, un jour peut-être que ça m'intéresse de montrer dans le démarchage d'agents groupés. Bah, les enfants, il faut décider avant le 31 octobre. Et après, c'est OK, on lancera peut-être une autre vague l'année prochaine, mais là, on va démarrer avec ce qu'il faut. Donc, c'est important de fixer un calendrier clair. Mais en même temps aussi de laisser une marge de manœuvre dans le sens où bah, la vie est faite d'accidents. On peut perdre son travail, on peut avoir un décès dans un ménage, un divorce, des choses qui vont amener à se dire, initialement, on avait envie de s'engager dans ce projet, mais il y a voilà, des parcours de vie qui font qu'à un moment, on doit sortir. Et il faut prévoir aussi la possibilité que s'il y a 12 ménages qui s'engagent, peut-être qu'il y a des accidents de vie qui vont faire que certains vont devoir partir et quitter la démarche, et c'est OK. Il faut laisser la possibilité au fait que forcément, si on est, voilà, on démarre à 12 et qu'on négocie aux entreprises un prix pour 12 et qu'au final on est 8, bah, ça sera peut-être un peu plus cher pour chacun, mais c'est des choses qui sont subtilement à anticiper avec des calendriers clés. Et puis, je parle d'entreprise, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, souvent, on a des tissus d'entreprise qui savent traiter une maison à la fois et d'autres entreprises qui vont traiter des projets de plus grande ampleur, par exemple ceux de bailleurs sociaux qui vont faire dans un quartier 100 maisons d'un coup. Et parfois, entre une maison et 100 maisons, des gens capables d'en faire 10, 12, 15, bah, les entreprises ne sont pas complètement préparées à ça. Donc, c'est important aussi d'aller voir en amont le tissu d'entreprise pour dire attention, on veut initier une démarche pour faire dans un quartier 10-12 maisons ensemble de façon synchrone. Donc, c'est important aussi de commencer à en parler de façon un petit peu amont aux entreprises du territoire pour s'assurer qu'on va avoir du répondant parce que c'est vraiment trop dommage si on passe beaucoup d'énergie à structurer une demande et qu'après, il n'y a aucune entreprise qui réponde au marché de travaux. Parce qu'effectivement, on sait qu'on a aussi parfois sur certains territoires des pénuries de main-d'œuvre hein, pour mettre en œuvre ces projets. Ensuite, ça peut être aussi précieux de s'appuyer sur des communautés de confiance existantes. Alors, j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de respect qui peut exister entre des voisins parce que, voilà, ensemble, ils sont au club de danse ou au club de foot, où ils gèrent ensemble la bibliothèque du quartier. Enfin, voilà, tout le quartier vit avec des comités de confiance où les gens se réunissent. Est-ce que c'est le comité des gens qui organisent la fête du village? Enfin, il y a plein de comités de confiance qui ne sont pas les mêmes selon les territoires. Il y a des endroits, c'est le club des randonneurs, des chasseurs, mais si on peut s'appuyer sur ces sujets, je vais faire quelque chose de nouveau, rénové. Si je le fais avec des gens avec lesquels j'ai confiance, ah voilà, c'est Sylvie, c'est Mokhtar, c'est Jean-Pierre, et puis si voilà, on est parents d'élèves de la même école, bah, ça peut effectivement aider à créer la confiance, de faire ensemble des choses avec des gens qu'on connaît dans le cadre d'autres communautés de confiance. Donc c'est aussi précieux de se faire relais de ces démarches collectives auprès des communautés de confiance existantes dans le tissu associatif local. Et puis, aussi, une chose importante, c'est que voilà, un projet de rénovation, ça peut être faire 10 000 euros de travaux, 15 000 euros de travaux, 20 000 euros de travaux, 80 000 euros de travaux. Et chacun ne va pas avoir les mêmes budgets, les mêmes capacités financières à faire à différents moments de vie. Et le sujet, c'est que peut-être que le diagnostic va vous montrer ce qui serait super pour atteindre les objectifs 2050. C'est plutôt viser voilà, les 60, 70 000 euros de travaux. Tout le monde, ça, pour certains, ce sera trop. Et il faudra effectivement accepter que certains font peut-être une étape. Je fais que l'isolation par l'extérieur sans remplacer mon système de chauffage. Voilà. En tout cas, il y a aussi ces parcours et ces chemins et accepter que bon, on ne fera pas forcément les bouquets de travaux idéaux partout pareil et c'est pas grave. Il faut aussi accepter que certains feront l'audit ensemble, mais peut-être auront besoin de voir les autres faire pour s'engager dans les travaux, peut-être 2 ans, 3 ans plus tard. Donc effectivement, on sème des graines, certaines vont germer très vite, et tant mieux, à 6 mois ou 1 an. D'autres vont germer dans 3 ans et c'est OK. Hein. Donc, il faut aussi accepter le fait, et ce qui a été observé, hein, qu'effectivement, il y a des quartiers où il y a eu d'abord 86 familles qui ont accepté de faire le diagnostic en commun. Puis sur les 80, seulement 40 qui sont passés à la phase demander des devis aux entreprises et seulement une quinzaine qui ont réalisé les travaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que parmi celles qui avaient lancé le diagnostic initial des 80, il y en a qui sont passés à la phase travaux après, quand ils ont vu effectivement les travaux réalisés avec qualité et soin chez d'autres des maisons du voisinage. Dernière leçon, c'est aussi important d'expliquer et que le profil de celui qui est le porteur de cette dynamique collective soit clair.
On a vu des histoires d'arnaques, de rénovation 1 euro avec des opérateurs plus ou moins obscurs qui se financent après de ces 2 œufs. C'est pas de nature à créer la confiance. Alors qu'effectivement, si on a les services techniques des municipalités qui disent c'est un projet qu'on soutient, qu'on analyse, qu'on regarde de près, bah, c'est pas la même histoire. Si c'est porté par une association, en tout cas à but non lucratif, c'est aussi très aidant et structurant, surtout si elle a les compétences et qu'elle est possiblement rattachée à un réseau de gens de compétences. Donc clairement, en tout cas, l'identité du chef de file est importante, ainsi que ses compétences, et qu'il y a des modèles coopératifs. C'est aussi le cas, par exemple, de centrales villageoises qui sont intéressants et faciles à reproduire, hein, qui permettent aussi d'avoir des kits contractuels assez clés en main qu'on peut reproduire quand on veut se lancer. Et puis, bah, il y a un sujet, certes, il y a des dimensions techniques à un projet de rénovation, 10e leçon, mais le moins on est pénible et le mieux on se porte. Parce qu'effectivement, avant tout, on est là pour apporter un projet de revitalisation territoriale, créer de la joie, de faire ensemble entre les citoyens. Et donc, il y a vraiment un sujet où la réaction, elle va être aussi pas que technique et technico-économique. C'est pas qu'une question de temps de retour. Est-ce que c'est 8 ans, c'est 12 ans, c'est 14 ans? Il y a un moment, c'est cet homme, cette femme, ils me font confiance, ça me plaît de faire ce chemin ensemble. Moi, tout seul, toute seule, j'oserais pas, mais avec eux, OK pour faire ce chemin. Il y a des inconnus, mais avec eux, j'ai envie d'y aller parce qu'effectivement, il y a de la joie, c'est de la dynamique et c'est ça qui est aussi assez positif et enthousiasmant. En tout cas, c'est ça qui ressort de ces différentes initiatives. Et si ça vous intéresse de regarder plus en détail, on a fait un livrable un peu dédié qui raconte ça dans une quinzaine de pages pour apporter ça plus de détails. Et là, c'est un exemple où en Angleterre, dans une démarche de quartier, comme ça, ils en sont jusqu'à faire un gâteau. On a des passionnés de pâtisserie qui ont fait un gâteau avec les maisons du quartier, hein, pour les dévorer ensemble, pour se dire, voilà, on a aussi le droit de faire de la pâtisserie et que ce projet de maison soit l'occasion de faire des fêtes ensemble. Effectivement, on va chez les uns, chez les autres. On cuisine ensemble parce qu'effectivement, ça doit apporter ces projets de transition, la joie du faire ensemble à l'échelle de quartier, hein. Même si, bien évidemment, à la fin, on fait aussi que réconcilier fin de mois et fin du monde et qu'on ait tous des baisses de factures. Voilà ce que je peux vous proposer comme petit élément introductif sur des démarches qui ont eu lieu en France et en Europe sur ce type de dynamique collective interacteur. Merci Sébastien. Pour continuer, donc on voulait vous parler du process qu'on a formalisé en fait sur la base de ce benchmark, donc de ces observations. On s'est dit, OK, le sujet de la mobilisation des habitants est clé pour lancer un projet d'achat collectif, de rénovation. Donc quel process clé en main on peut proposer aux facilitateurs que vous pouvez être, aux collectivités, pour que ce soit le plus facile possible en fait de lancer ce type de projet. Donc c'est ce que vous voyez ici. On l'a appelée la boussole énergétique de quartier. Et on la décompose en 5 étapes clés. La première, c'est bien évidemment le lancement du projet. On a voulu en faire une étape à part entière parce qu'il nous semble que c'est important de pouvoir identifier les porteurs du projet et les contributeurs au projet, de constituer en fait une équipe projet. Et à ce moment-là, on va avoir besoin de cartographier les parties prenantes sur lesquelles on peut s'appuyer. La phase numéro 2, c'est préparer la mobilisation des habitants. Donc, commencer à faire connaissance avec les habitants parce qu'on sait qu'un projet de rénovation collective, il se fera qu'avec, comme disait Sébastien, que lorsqu'on a vraiment un lien de confiance entre les habitants et l'équipe projet. Et aussi planifier vraiment les étapes de mobilisation. Parce que lorsque qu'on parle d'un projet avec des bailleurs sociaux, par exemple, on va pouvoir être sur des choses où finalement, bien sûr, le lien avec les habitants, les locataires est clé, mais là, il est primordial. Donc, il faut vraiment avoir une planification des ateliers, des temps d'échange ou des plateformes qui vont être utilisées pour faire le lien avec les habitants qui tiennent vraiment la route. Donc ça, c'est la phase 2. Phase 3, c'est bon, c'est toutes des étapes clés, mais celle-ci, je dirais que c'est vraiment la phase centrale parce que c'est le moment charnière où on a besoin d'embarquer les habitants dans une dynamique. On va avoir besoin de faire preuve de pédagogie, de créer du lien ou confirmer les liens sociaux qui existent déjà pour que, au bout de cette phase, finalement, on ait un véritable engagement des habitants et qu'ils se disent, OK, moi, je suis en confiance. J'ai compris les enjeux de la rénovation, j'ai compris que j'ai un intérêt à vraiment m'embarquer dans ce projet de rénovation collective et je m'engage en signant les documents qui vont faire que la rénovation va avoir lieu.
La phase 4, c'est l'accompagnement pendant les travaux. Donc s'assurer que les travaux se passent bien, que les habitants sont informés, que les entreprises sont coordonnées, que les choses se passent de façon agréable. Et là, on revient sur le sujet aussi de, bien sûr, on ne fait pas des rénovations énergétiques pour que les habitants soient pas satisfaits, mais également l'idée de la boule de neige. Si on a une vague de rénovation collective qui se passe bien, on peut espérer que ça fasse boule de neige et que finalement elle fasse parler d'elle et qu'on puisse aussi s'appuyer sur des projets phares qui se passent bien pour ensuite montrer à d'autres habitants qui n'auraient pas pu ou pas souhaité s'engager dès la première vague de rénovation, leur montrer à quel point ça se passe bien et espérer qu'ils rejoignent finalement une vague ultérieure. Et la phase 5, bien sûr, c'est maintenir les bons gestes pour s'assurer que les logements qui ont été rénovés, finalement, atteignent les performances thermiques, énergétiques et performances d'usage tout court qui ont été promises. Alors, je vois qu'il y a une petite question dans le chat. Comment intégrer les propriétaires non occupants, donc les locataires, dans cette phase de mobilisation? Alors, c'est clairement un sujet. Là, nous, on a souhaité faire le focus surtout sur les propriétaires qui vont devoir finalement s'engager. Mais c'est sûr que si on parle d'un projet qui intègre des bailleurs sociaux ou alors des bailleurs tout court qui vont avoir des locataires, on peut aussi les intégrer dans les réunions et s'assurer qu'ils ont les informations nécessaires pour et qu'ils puissent aussi donner leur avis, bien sûr, sur leurs besoins et qu'ils soient satisfaits de la rénovation. Ça va dépendre de chaque projet. Donc voilà, en gros, ensuite, on va faire le focus sur certaines étapes. Donc dans la phase 1, on parlait de comment cartographier les parties prenantes. Donc nous, nous a vraiment semblé être une étape importante parce que on sait que on peut connaître un territoire selon le rôle qu'on a sur ce territoire, mais c'est important vraiment de savoir sur qui on va pouvoir s'appuyer, de qui on va pouvoir se servir comme relais, par exemple les associations de quartier, les conseils syndicaux, etc., pour vraiment pouvoir ensuite toucher des habitants qu'on ne pourrait pas forcément toucher facilement. Donc nous, voilà, on propose des ressources qui sont notamment des templates qui permettent de facilement faire une cartographie des parties prenantes. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit juste avant, mais le process de mobilisation en 5 étapes, il fait aussi l'objet d'un guide qu'on appelle la boussole énergétique et donc qui est disponible comme toutes les ressources qu'on propose en open source. Et on a aussi sorti un module de e-learning pour vraiment se familiariser, enfin pour que les professionnels puissent se familiariser avec ce process-là. On peut avancer, je pense. Et là, je souhaitais vous donner quelques idées en fait d'outils et d'ateliers qu'on peut faire en fait avec les habitants. Donc, on a dit que ce qui était important, c'était de vraiment planifier un process de mobilisation, même si après on peut toujours l'adapter pour qu'il soit toujours le plus pertinent. Mais on peut imaginer des ateliers donc qui peuvent être des réunions de quartier. On peut soit s'appuyer sur des réunions qui existent déjà lors de fêtes de quartier, de fêtes de village, ou bien créer des réunions du soir ou des réunions pendant le week-end de toutes pièces. Ça va dépendre aussi des dynamiques en présence et de ce qui nous semble le plus pertinent. Euh, Nous, on a créé l'atelier de la rénovation que je vous montrerai juste après, qui vise à sensibiliser les habitants au sujet de la rénovation énergétique sous la forme d'une fresque. Il y a aussi des outils qui peuvent être assez simples, dont je vous parle ici parce que nous, on a aussi utilisé sur un site pilote le questionnaire. Donc, en amont d'une réunion, en fait, tout bêtement, on a fait du porte-à-porte et on est allé distribuer des questionnaires dans toutes les boîtes aux lettres pour à la fois avancer sur la faisabilité technique du projet. Donc, ça nous a permis de récupérer des précisions sur l'état des logements parce que l'open data, c'est bien, les Google Street View, c'est bien, mais en fait, à un moment donné, c'était aussi intéressant de pouvoir avoir les retours des habitants sur quels travaux avaient déjà été mis en place et quelle envie ou motivation ils avaient pour rejoindre la démarche. Ça nous faisait un premier lien, en fait, réel avec les habitants. Si on avance, on peut avancer. Là, vous voyez du coup un petit peu de détails sur donc l'atelier de la rénovation énergétique. Vous voyez qu'en fait, c'est vraiment un format fresque avec des cartes qui peuvent être imprimées et qui sont disponibles sur le site Ressort. Donc, ça permet de parler des problèmes, enfin du pourquoi en fait on a besoin de rénover son logement, des problèmes d'isolation qui peuvent entraîner des soucis de moisissure, enfin voilà, tout ce qui est conséquence des problèmes liés au logement.
des cartes qui expliquent également comment pallier, finalement, comment rénover son logement. Donc, de quel geste de rénovation on parle, pourquoi par la rénovation globale. On parle aussi des différentes étapes d'un projet de rénovation et des acteurs pour que chacun puisse se familiariser vraiment avec tout l'écosystème de la rénovation qui n'est pas forcément simple pour tout le monde. On a une version de l'atelier de la rénovation pour les copropriétés et une version un tout petit peu allégée pour les maisons individuelles où voilà, on n'a pas toute la partie assemblée générale de copropriété, etc. Et également, on a un guide d'animation pour que chacun, collectivité ou facilitateur, puisse se saisir de ce genre d'atelier et puis l'animer. On propose aussi, enfin, ce qu'on a expérimenté, c'est le format balade thermique. Donc, il y a un petit peu de bruit, je ne sais pas si c'est possible de couper le micro. Merci. Le format balade thermique, ça permet c'est aussi un outil pédagogique qui permet bien sûr de montrer les défauts d'isolation de logement et aussi montrer ce qui se passe sur une maison ou un bâtiment qui a été bien rénové. Donc ça marche assez bien et ça permet aussi de créer du lien parce qu'on est sur un format balade qui change de la réunion où tout le monde est assis, où il peut y avoir une certaine réserve. Et la partie est aussi un jeu vidéo donc on a développé côté ressort et je vous en dis pas plus mais parce que Mathieu nous fera en fin de session une démonstration de ce jeu vidéo qui permet du coup de sensibiliser au sujet de la rénovation et de l'achat collectif de rénovation. Et je crois que j'ai terminé. Donc Thomas, si ta connexion est pas trop mauvaise, je te laisse peut-être introduire ce que tu voulais nous présenter. Allô Thomas. Alors là, la connexion est pas super. C'est vrai que Thomas est pas dans les meilleures conditions malheureusement aujourd'hui. Alors, si c'est compliqué pour toi, Thomas, maintenant, parce qu'on t'entend pas très bien, je pense qu'on peut avancer parce qu'en fait, Thomas avait souhaité déjà vous présenter une petite vidéo de la démarche Maurice sur laquelle il a travaillé, notamment avec le CSTB, qui est également une démarche de mobilisation des habitants pour lancer de l'achat collectif de Allô. rénovation. Oui, donc je te propose, Thomas, Oui, qu'on démarre par la vidéo. ouais, vas-y. Et je reprendrai après. J'ai repris une meilleure connexion avec Ah bah Sébastien. oui, là on t'entend bien, donc en même temps, si tu veux parler, tu peux. Ok, On bon, bah, t'entend bien maintenant. j'introduis quand même, du coup. Oui, moi, je fais partie du groupement Maurice. Donc, en fait, c'est un travail de recherche qu'on a fait sur 2 ans pour le compte de Profil, donc piloté par le CSTB. Et l'objectif, c'était vraiment de regarder. Bah, alors, il y a plein de choses qui ont déjà été partagées par Sébastien Delpont et puis avec toi juste avant, sur qu'est-ce qui fait que les rénovations collectives à l'échelle des quartiers, elles peuvent marcher. Donc, on a abouti finalement à un retour d'expérience de ce qui marche pas. Et ça nous a permis de chiffrer et de définir une démarche d'accompagnement pour de la rénovation énergétique en collectif, plutôt à destination en fait des collectivités territoriales qui vont vouloir impulser cette dynamique-là. Donc, je te laisse peut-être passer la vidéo et puis je reprendrai la main juste après. Finitra, c'est toi qui as la main pour lancer la vidéo. Normalement, il y a un bouton vers le bas de la slide. Alors, par contre, je vois qu'on n'entend pas le son. Je recommence. Ça devrait marcher. Le projet Restore a pour objectif de développer et fiabiliser des solutions innovantes et réplicables pour la rénovation de maisons individuelles. 5 équipes de conception implantées dans différentes zones du territoire ont été accompagnées pour constituer des ressources techniques, des analyses performantielles et des stratégies de réplicabilité, facilitant l'appropriation des innovations par d'autres acteurs. Maurice, c'est la rencontre entre des professionnels du bâtiment, la rénovation énergétique et le faire ensemble, afin de s'organiser pour rénover des maisons individuelles, mais en collectif. Sur près de 20 millions de maisons individuelles,
on estime que la moitié d'entre elles sont intéressantes à rénover collectivement. Massifier la rénovation, c'est dépasser l'approche traditionnelle maison par maison et engager une dynamique collective à l'échelle des quartiers. Mutualiser les études, les travaux et la maîtrise d'œuvre pour permettre de réduire les coûts, d'attirer de nouveaux acteurs et de faciliter les démarches administratives. Les ménages, aujourd'hui isolés devant l'ampleur de la tâche, y trouvent un accompagnement mutualisé et un soutien tout au long du projet. Une rénovation collective impliquant les habitants, c'est l'opportunité de massifier, d'innover et de construire ensemble des quartiers plus sobres, solidaires et résilients. En premier lieu, avec la collectivité, on réalise un diagnostic complet du territoire. Type de maison, besoins et motivation des habitants, présence d'artisans, aides existantes. L'objectif est de valider la faisabilité du projet et de mobiliser les entreprises et les opérateurs du territoire. À la fin de ce diagnostic, les quartiers les plus pertinents sont retenus pour la phase suivante. Une fois le quartier identifié, on passe à une étape d'accompagnement. On réalise d'une part les études techniques, recherche des solutions les plus pertinentes, chiffrage des travaux, étude des systèmes constructifs. Et d'autre part, l'accompagnement est également humain, avec l'organisation de rencontres et d'ateliers participatifs pour expliquer la démarche. On forme alors un groupe d'une dizaine de ménages qui s'engagent à poursuivre ensemble leur projet de rénovation avec l'appui d'un accompagnateur rénov collectif et d'une maîtrise d'œuvre. L'équipe Maurice se propose de mobiliser les collectivités intéressées pour porter le projet et de s'appuyer sur elles pour susciter l'intérêt des habitants. Maurice forme les acteurs du territoire qui veulent se lancer dans une dynamique collective et apporte une solution adaptée aux habitants, tout en stimulant l'activité économique locale. Ce projet, avec le CSTB, a permis de créer des synergies avec d'autres équipes et de répondre à des projets communs. Maintenant, place aux réalisations concrètes. Voilà un petit aperçu en fait de la solution, de la démarche. Il va y avoir plusieurs livrables en fait qui seront publiés dans les prochaines semaines par le CSTB et sur le site de Profil. Il y a un livrable en fait principal dans lequel on a un retour sur la dizaine de cas d'études qu'on a fait, alors principalement en France, qui est assez complémentaire avec les 10 commandements présentés en préambule par Sébastien. On retrouve aussi ce besoin de créer du commun en fait pour fédérer au niveau du quartier. Un des points assez clés. Donc on a cette première partie sur les retours d'expérience, la deuxième partie sur le développement de la démarche, les différentes étapes telles qu'elles ont été présentées dans la vidéo et un peu plus détaillées. Le chiffrage aussi des différentes étapes, parce que c'est quand même le nerf de la guerre aussi. Et puis une dernière partie un peu plus carnet de bord sur les échanges qui ont eu lieu tout au long de la démarche de recherche, les retours qu'on a eus avec différents acteurs sur les possibilités d'expérimentation, quels sont les freins qu'on a rencontrés jusqu'à présent dans la mise en place d'une expérimentation, qui finance, quels interlocuteurs sont pertinents entre des ALEC, France Rénov qui vont être acteurs de terrain, des collectivités qui vont vouloir impulser quelque chose, mais qui vont avoir un enjeu aussi à s'inscrire sur la durée, en particulier en ce moment avec un contexte électoral. Donc voilà, on a tous ces livrables qui seront publiés très prochainement normalement par le CSTB, qui permettront de creuser. De l'autre côté, avec une partie de l'équipe de recherche, on structure en ce moment une association qui va aussi pouvoir continuer à apporter, à capitaliser sur les retours d'expérience des différents projets implémentés. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour moi. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. On travaille aussi de manière très, très proche avec Ressort, justement sur ces questions de capitalisation, d'expérimentation. Les sujets sont très complémentaires. Donc voilà, n'hésitez pas, via l'AMI aussi, il y aura probablement un petit peu de Maurice potentiellement qui infusera dans les projets de l'AMI. Merci Thomas. Si c'est bon pour tout le monde, je vous propose qu'on continue avec Antoine Pagès de Neomix qui va nous parler d'un site pilote sur lequel une démarche d'achat collectif est en train d'être lancée entre copropriété et bailleur social.
Antoine, est-ce Oui, que tu es tout à avec nous? Oui, je suis avec vous. Merci. Donc bonjour à tous. Bonjour à tous. Effectivement, je vais vous présenter là aujourd'hui une démarche qui a été lancée donc sur Bordeaux Métropole dans le cadre du projet Énergie Poverty Zéro. Donc sur en fait un, un site pilote sur lequel on est en train de tester une démarche d'achat groupé à Bordeaux. En fait, dans le cadre de ce projet-là, on a eu plusieurs critères de sélection pour trouver un quartier propice pour ce type de démarche. Nous, nos critères étaient en fait de trouver donc un quartier sur Bordeaux Métropole, au sein de l'agglomération. On souhaitait trouver des résidences qui étaient en copropriété et qui comprenaient en fait des logements privés issus d'anciens logements sociaux dans des quartiers qui majoritairement sont encore détenus par des bailleurs sociaux et où en fait on a des copropriétés qui ont essaimé au cours du temps au sein de ces quartiers. Et vraiment la présence d'un bailleur social à proximité était quelque chose de requis. Dans le cadre de ce projet, il y a en gros 4 grands partenaires qui sont mobilisés. Il y a une structure donc, qui s'appelle Bordeaux Métropole Énergie, qui est une société d'économie mixte, donc qui appartient majoritairement à hauteur de 68% à Bordeaux Métropole. Il y a Neomix, qui est une des filiales de cette SEM et qui est dédiée au développement de projets d'énergie renouvelable, mais aussi de rénovation énergétique. Aquitanis, qui est donc l'Office public d'habitat de Bordeaux Métropole. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est en gros un office public qui gère plus de 20 000 logements sur le territoire de la métropole et qui aujourd'hui a un peu plus de 1200 logements en processus de réhabilitation. Et enfin, Aquitanis, en fait, a créé également un syndic de copropriété en partenariat avec un autre bailleur social qui s'appelle Coopère et donc ce syndic administre les anciennes résidences en fait d'Aquitanis qui sont devenues des copropriétés au fil du temps. Et donc, il se trouve que on a un quartier qui a été retenu qui s'appelle le quartier de la Benauge et je vais vous en dire un petit peu plus sur ce quartier. Ce site pilote, en fait, la Benauge, pour vous donner un historique du quartier, c'est un quartier qui est intégré à la ville de Bordeaux, qui est en centre urbain, qui a vraiment connu un essor dans les années 50, donc des constructions qui ont été réalisées dans les années 50, et qui se trouve en fait à 10 minutes de l'hypercentre de Bordeaux. Qui est finalement assez proche. Malgré sa localisation qui est centrale, c'est un quartier qui est enclavé et qui est finalement assez peu connecté en matière de transport. On dénote un enclavement. Il y a plusieurs programmes de renouvellement urbain qui sont en cours alentour du quartier. Et c'est une population qui est majoritairement à revenus modestes et très modestes. On a plus de 90% de locataires dans le quartier et on a une forte présence des bailleurs sociaux dans le quartier. Il y a finalement assez peu de propriétaires individuels. C'est un quartier qui a été réellement reconstruit, construit, créé après-guerre. Il faut savoir qu'en gros, dans les années 50, on avait plus de 6000 taudis à Bordeaux, et donc il y a une grande politique de création de quartiers, et notamment la Benauge. Donc il y a plus de 600 logements qui ont été construits, qui à l'époque ont été commandés par la municipalité de Bordeaux, et en fait, le début de la construction est intervenu en 48. Il se trouve que c'est le bailleur social Aquitanis qui aujourd'hui détient une grande partie du quartier, mais qui a vendu du patrimoine en 2006, qui a vendu 6 bâtiments. Et donc, au sein du quartier, il y a 4 copropriétés qui ont été créées. Aquitanis a gardé en fait un petit peu la main en partie sur ces copropriétés en devenant le syndic de copropriété, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui est resté. Et Aquitanis est également devenu copropriétaire, c'est-à-dire qu'Aquitanis a gardé la propriété de certains logements au sein de ses copropriétés. Mais donc, on n'est plus que sur du patrimoine bailleur social. On a du parc qu'on va appeler mité, avec des copropriétés au sein du quartier. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a un grand plan de rénovation du quartier Benauge qui a été décidé.
avec divers objectifs. Enfin, on a eu des objectifs de désenclavement, bien évidemment de réhabilitation thermique et réhabilitation globale des logements, améliorer les espaces publics et aussi les services publics au sein du quartier. Et dans le cadre de cette rénovation, il y a une concertation citoyenne qui a été menée tout au long de la concertation. Aujourd'hui, en 2025, on a des travaux qui sont en cours sur le quartier, mais majoritairement sur le patrimoine bailleur social. Sur le privé, les travaux, ils n'ont pas encore démarré. Il y a des réhabilitations lourdes avec en fait des rénovations globales très performantes qui ont été engagées, notamment sur les tours du quartier. Et on a des équipements publics qui ont été créés. Les enjeux, c'est améliorer la qualité de vie, l'attractivité du quartier. Bien évidemment, la performance énergétique des logements qui, au départ, avait été conçue dans les années 50. Donc, en gros, on avait des passoires thermiques et l'idée était vraiment d'avoir une rénovation globale performante et permettre de la mixité sociale. En fait, ce qu'on a pu voir, c'est que en gros, le patrimoine bailleur social, il était bien pris en compte, mais on a plusieurs bâtiments en monopropriété à Aquitanis et en copropriété qui n'ont pas été concernés par le programme de rénovation et qui se retrouvent aujourd'hui un petit peu laissés pour compte. C'est-à-dire que sur 600 logements alentours, on a en fait ces bâtiments qui n'ont pas pu bénéficier d'une rénovation globale parce que copropriété, donc une temporalité et des prises de décision différentes. Donc, vous les voyez qui s'affichent à l'écran, ces bâtiments. C'est les diverses copropriétés de la Benauge. Donc, le Coopère, c'est le syndic pour toutes ces copropriétés. Et en fait, la grande majorité des copropriétaires sont devenus propriétaires grâce au programme d'accession à la propriété. Donc, c'est des copropriétaires qui ont des revenus modestes et il faut bien en tenir compte, en fait, ça, dans le cadre de notre projet. On a en gros des immeubles qui font 6 logements, c'est des plots. On a plusieurs plots de 6 logements. Et en gros, les copropriétés, on a en gros la première copropriété qui fait 12 logements, 2 plots. On a des copropriétés qui font 6 logements et on a une dernière copropriété qui refait de nouveau 12 logements. Donc ce sont en fait des petits ensembles et qui, petit à petit, ont commencé à se poser la question de la rénovation énergétique, mais chacune dans leur coin. Parce que quand on a des copropriétés, on a des temporalités différentes et on va avoir des rythmes d'assemblée générale différentes et des prises de décision qui ne sont pas les mêmes. Donc, je vais vous en parler après, mais il y a eu un vrai enjeu en fait de fédérer déjà ces différentes copropriétés qui avaient des rythmes différents. Et donc, les problématiques qu'on a rencontrées, c'est vraiment, la première problématique, c'est une question de calendrier. Où en sont les copropriétés dans leur réflexion vis-à-vis de la rénovation globale, quand sont tenus les AG et quel est le rythme de chaque copropriété. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. Les copropriétaires, ils sont voisins, mais entre bâtiments, ils ne se connaissent pas tous forcément. Et il y a des dynamiques, on le voit, par bâtiment, qui sont très différentes et qui vont être finalement assez fortes. Et on va avoir des plots où il y a une vraie volonté de rénover, d'autres plots où ce n'est pas forcément la priorité. Et enfin, dans le cadre d'une rénovation globale, il faut avoir en tête que si on fait des travaux, ils vont être soumis au vote de chaque copropriété. Et on peut perdre des copropriétés en cours de route, c'est-à-dire qu'on peut avoir des copropriétés qui ne vont pas voter les travaux en même temps que leurs voisins. Et ça, dans le cadre d'une rénovation globale, c'est des sujets qui sont à traiter. Les étapes du projet de rénovation globale pour ces copropriétés, on en a distingué quatre grandes. La première étape, ça a été de voter un audit énergétique pour toutes les copropriétés. Donc toutes les copropriétés, elles ont voté l'audit et elles ont réalisé l'audit énergétique. On a en gros eu la même temporalité de vote, ce qui fait que déjà on a pu mutualiser une partie de l'audit énergétique pour ces copropriétés.
Donc l'audit énergétique, il a été mené dans le courant de l'année, en gros 2024 et 2025, et on a pu élaborer des scénarios de travaux pour ces copropriétés qui ont été présentées en fait une par une, mais tout en leur disant dès le départ, vos voisins ont aussi fait voter l'audit, et l'idée c'est d'avancer ensemble dans ce projet. La seconde étape qui a eu lieu aujourd'hui, c'est de, en gros, missionner un assistant à maîtrise d'ouvrage pour aller plus loin sur les scénarios de travaux. Aujourd'hui, les 4 copropriétés, elles ont voté en même temps l'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire qu'elles sont accompagnées par le même AMO et elles vont pouvoir avancer ensemble sur un projet de travaux. Là, aujourd'hui, on est entre l'étape 2 et 3, c'est-à-dire que l'assistant à maîtrise d'ouvrage et une maîtrise d'œuvre sont en train de travailler sur vraiment le projet de rénovation globale, et il faudra voter les travaux. Et là, c'est probablement l'étape charnière, l'étape la plus importante. Enfin, c'est l'étape où ça passe ou ça casse, où en gros, les programmes de travaux vont être présentés à l'ensemble des copropriétés sur un calendrier similaire. Mais si on a une copropriété qui ne vote pas les travaux en même temps que les 3 autres, et ben là, ça va engager un décalage. Et enfin, l'étape 4, une fois que les travaux sont votés, on aurait potentiellement sur ces copropriétés des travaux qui seraient engagés courant 2027 ou 2028 pour avoir une rénovation globale groupée. Donc voilà, ça, vous voyez en haut, en fait, les copropriétés qui sont entourées en vert, c'est les copropriétés, c'est le volet privé, copro. Et les 2 bâtiments A5 et A6 sont encore des bâtiments appartenant au bailleur social. Aujourd'hui, le positionnement d'Aquitani, le positionnement du bailleur social, c'est de dire, moi, je suis vraiment en faveur d'une politique d'achat groupé et de rénovation groupée sur la réno globale. Simplement, moi, je suis prêt à m'engager que si l'ensemble des copropriétés, les 4 copropriétés, votent des travaux. Et en fait, si on a une copropriété qui ne vote pas les travaux, à ce moment-là, le bailleur social ne sera pas en mesure de s'engager. Mais malgré tout, le bailleur social, il va représenter 12 logements dans ce projet global. Et donc, il va avoir du poids, en fait, sur cette réno globale. Les intérêts pour les copropriétaires, ça va être d'une part de réduire les frais d'études techniques en phase conception, le fait d'acheter tous ensemble, de prendre un seul AMO, un seul maître d'œuvre. Sur les diagnostics, on mutualise, donc il y a déjà un premier effet de volume qui permet de gagner des sous là-dessus. Réduire le coût des travaux, c'est-à-dire sur les matériaux, en termes d'agencement, d'articulation des travaux, on a plus d'intelligence aussi quand on va faire du groupé. Et l'intérêt, et ça qui est plutôt regardé par la municipalité, c'est que si on a un projet qui est mené de front, on va avoir un traitement esthétique qui va être concerté, qui va être en gros uniforme entre toutes les copropriétés. Et ça, c'est quelque chose qui est assez regardé par le service urbanisme de la métropole. Les contraintes auxquelles aujourd'hui les copropriétés elles vont faire face, c'est que dans ce cadre-là, on a des entités juridiques séparées. D'une part, entre les copropriétés, c'est pas les mêmes, et en plus, on a un bailleur social qui vient s'intégrer dans la boucle. Donc, ça veut dire que le bailleur social, lui, il est soumis au code de la commande publique. Donc, on va avoir un petit sujet et qui va être détaillé par la suite. Il faut avoir un calendrier qui soit bien phasé et essayer de perdre le moins de copropriétés en route pour garder cette force du volume, et que tout le monde se mette d'accord sur des projets similaires, avec une esthétique similaire, pour essayer en fait d'avancer au mieux vis-à-vis de l'urbanisme aussi de la commune, et aussi de mutualiser les prestations de travaux. Donc, vraiment vaste sujet en termes de calendrier et d'agencement des projets. Et en réalité, et on va en parler juste après, mais le vrai sujet, il est juridique aussi. Comment est-ce qu'on contractualise? Comment est-ce qu'on fait en sorte que le bailleur social qui est soumis au code de la commande publique parle avec les copropriétés? Et comment est-ce que des copropriétés qui sont des entités juridiques propres différentes vont travailler ensemble et vont pouvoir contractualiser ensemble? Merci du coup Antoine pour
pour toute cette présentation et la transition. Effectivement, avec le programme, enfin, au sein du programme Energy Poverty Zero, ce qu'on a souhaité, c'est aussi aller jusqu'au bout de la concrétisation en fait d'un projet avec en allant travailler sur les documents qui peuvent être utilisés vraiment pour faire de l'achat collectif, de façon que l'achat collectif puisse tenir ses promesses et notamment en termes d'une éventuelle baisse des coûts. Donc je vais laisser Pauline en parler. Oui, merci pour effectivement cette transition parfaite. Alors effectivement, je suis avocate et chez LPR, on travaille en partenariat avec Ressort pour essayer d'identifier des montages juridiques et contractuels un peu types qui pourraient servir de support à l'ensemble de ces projets qui font preuve un peu d'innovation et qui nécessitent de bouger un petit peu les lignes. Donc, on n'a pas forcément un retour d'expérience juridique très fournie et pas forcément de la documentation juridique déjà clé en main. Donc, il faut se reposer des questions quand on attaque ce type de projet. En termes d'organisation juridique, pour travailler sur les différents types d'organisation juridique, on a distingué 3 situations, 3 configurations en fonction du type de propriétaire et type de logement. Donc, on a travaillé sur des montages où on a une combinaison de bailleurs sociaux et de maîtres d'ouvrage privés, hein, notamment des copropriétés. C'est typiquement le projet qui vient de vous être présenté. On a travaillé deuxièmement sur des montages entre copropriétés, donc quand on a plusieurs copropriétés qui cherchent à faire de l'achat collectif ensemble. Et enfin, la dernière configuration, c'est des projets collectifs entre propriétaires individuels, propriétaires privés de maisons individuelles. On va essayer surtout d'approfondir le premier cas et puis j'essaierai de vous dire quelques mots complémentaires à la fin en fonction du temps qui reste sur les deux autres configurations. Ce qu'il faut savoir quand même en préambule, dans chaque configuration, on essaie de trouver des montages juridiques qui vont répondre à deux problématiques. C'est est-ce que le montage est pertinent pour faire de l'achat collectif, pour de la mutualisation? Et puis, est-ce que le montage est faisable juridiquement? C'est très important, la faisabilité juridique, dès qu'on parle de massification. Forcément, on parle de quantité de projets importantes. On n'a pas la même approche juridique que lorsque on doit faire du conseil sur une opération très précise dans un cas particulier où là, on peut faire preuve peut-être d'innovation et de construction juridique un peu plus poussée. Et puis, voilà, il y a des projets qui sortent, des projets qui avancent, qui n'ont pas forcément été contestés ou qui avaient des circonstances très spécifiques qu'on ne peut pas forcément généraliser. Donc, on a besoin d'avoir, quand on propose des supports juridiques pour des projets en grand nombre, on a besoin d'avoir une faisabilité juridique qui est forte parce que si on a un projet qui est remis en cause, on risque d'avoir un effet boule de neige sur l'ensemble des projets. Si on rentre maintenant un petit peu plus dans le détail sur cette configuration, coopération entre des bailleurs sociaux et des maîtres d'ouvrage privés. Les contraintes principales qu'on rencontre pour élaborer les montages juridiques, c'est lié au régime juridique des bailleurs sociaux. C'est tout à fait ce qui vient de vous être dit avant. Les bailleurs sociaux, que ce soit des bailleurs sociaux publics ou privés, ont la qualité de pouvoir adjudicateur. Ça veut dire soumis au Code de la commande publique, concrètement une obligation de mettre en œuvre des procédures de publicité et de mise en concurrence formalisées. Ça, c'est une vraie contrainte. Il y a une deuxième contrainte complémentaire, puisque très souvent, on ne touche pas que les équipements, mais on va toucher à des travaux de bâtiments. Et donc, la qualité de maître d'ouvrage public des bailleurs sociaux peut aussi interférer avec le type de montage juridique qui sera choisi. Si on mouline un petit peu toutes ces contraintes juridiques, pour essayer de vous donner un petit peu les clés et les conclusions auxquelles on parvient, on arrive notamment à 2 scénarios qui sont adaptés. Un premier scénario qui est un scénario où on va avoir des procédures qui sont coordonnées. On va avoir les bailleurs sociaux dans leur coin qui vont faire leurs procédures conformes au Code de la commande publique et les copropriétés qui vont faire aussi leurs procédures conformes aux droits de la copropriété. Donc, chaque maître d'ouvrage conserve sa procédure autonome, mais ils vont se coordonner pour que, in fine, ils arrivent à désigner des entreprises communes qui pourraient leur proposer une mutualisation en termes de travaux et de coûts. On s'aperçoit que ce montage-là, il est intéressant, mais il est difficile à généraliser et il ne permet pas d'obtenir une véritable mutualisation, notamment financière, parce que c'est difficile pour les entreprises qui sont sélectionnées de leur garantir qu'elles vont être sélectionnées sur l'ensemble
du projet. Vu qu'on a plusieurs procédures, forcément, il y a à chaque fois une décision qui est prise par chacun des maîtres d'ouvrage et donc forcément une risque de perte en ligne. À chaque fois, l'entreprise qui candidate sur une première procédure n'est pas certaine d'obtenir le projet du second maître d'ouvrage, etc., etc. Donc, et on a du mal à conditionner les procédures les unes avec les autres, notamment à cause des règles de la commande publique. Quelques exemples. En principe, il serait contraire aux principes fondamentaux de la commande publique pour un bailleur social de conditionner la candidature d'un prestataire au fait qu'il, par ailleurs, candidate aux procédures lancées par d'autres copropriétés. Donc, on pourrait les inciter à le faire, mais on ne peut pas l'imposer. Sinon, ce serait une barrière à l'accès à la commande publique. On aurait également du mal dans les critères de sélection. Ce seraient des critères illégaux si on valorisait les propositions faites par les candidats à l'échelle d'un projet d'ensemble, bailleurs plus copropriété, et non pas uniquement la proposition qui est faite pour les bailleurs. Donc, encore une fois, on pourrait demander les remises qu'on pourrait obtenir si ils obtenaient un projet plus global, mais encore une fois, il faudra compter sur la bonne volonté de l'ensemble des parties prenantes. Donc, c'est une procédure qui n'est pas exclue, c'est un montage qui n'est pas exclu, mais qui n'est pas si simple et qui vraiment repose sur la bonne volonté de l'ensemble des parties prenantes. Le scénario qu'on privilégie, c'est le deuxième scénario qui est présenté, scénario B, c'est un groupement de commandes. C'est intéressant parce que le groupement de commandes, il est directement prévu, c'est une technique d'achat qui est directement prévue par le Code de la commande publique. Il est possible pour des pouvoirs adjudicateurs, dont les bailleurs sociaux, de se regrouper avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, mais aussi avec d'autres acheteurs privés, dont des copropriétés, pour organiser, via une procédure unique, la sélection de prestataires communs. Et donc là, ça nous permet d'arriver exactement au résultat souhaité, à savoir une parfaite mutualisation, puisque dans une seule et même procédure, on va aller choisir un ou des prestataires, souvent c'est plusieurs prestataires qu'on va les sélectionner, pour un projet de rénovation énergétique commun. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une procédure qui n'est pas très complexe à mettre en place. Hein. On ne crée pas une nouvelle personne morale, ça n'est qu'un groupement. Donc, c'est-à-dire que les maîtres d'ouvrage publics et privés vont se réunir autour d'une convention de groupement. Hein. C'est simplement un regroupement contractuel. Donc forcément, il y aura cette décision au départ. Ensuite, il y aura cette procédure unique. Et puis, là où ça reprend un petit peu de temps à la fin en termes de calendrier, ce n'est pas neutre. Il faut que chaque maître d'ouvrage valide le choix commun qui aura été fait. Il faudra à nouveau un choix individuel. Donc, en principe, le choix commun, on a quand même beaucoup plus de chances, une fois qu'il a été fait de manière commune, qu'il soit entériné de manière individuelle. Il y a toujours un risque, mais on est quand même dans une procédure qui est plus fluide et avec un risque de perte de participants en cours de procédure qui est beaucoup plus faible. Voilà ce que je voulais dire sur les groupements de commandes. Je réfléchissais s'il y avait autre chose. Oui, vous voyez là, c'est un tableau récapitulatif de l'intérêt des différents scénarios en termes de faisabilité juridique et de pertinence pour les achats mutualisés. Vous voyez aussi qu'il y a des montages qui ont été exclus pour des sujets de faisabilité juridique. J'ai voulu vous les présenter rapidement parce que c'est des montages contractuels dont on entend beaucoup parler quand on fait de l'achat groupé entre bailleurs sociaux. C'est des choses qui fonctionnent très bien entre pouvoirs adjudicateurs soumis au Code de la commande publique, des transferts de maîtrise d'ouvrage, le recours à des centrales d'achat, la création d'une personne morale idoine entre bailleurs sociaux. Tout ça fonctionne assez bien. En revanche, dès qu'on veut y adjoindre des maîtres d'ouvrage privés non soumis au Code de la commande publique, on se heurte à une problématique de faisabilité juridique. Ce qui peut être intéressant, c'est pour ça que je ne veux pas totalement les exclure, c'est qu'il peut y avoir une première réunion de bailleurs sociaux dans l'un de ces montages, C, D ou E, qui ensuite vont faire de l'achat groupé via un scénario A ou B avec des maîtres d'ouvrage privés. Donc on voit qu'on a quand même dans la boîte à outils juridique plusieurs possibilités dans lesquelles on va pouvoir aller piocher selon les projets. Ça, c'est pour le montage copropriété plus bailleurs sociaux.
Quelques mots quand même pour, je sais que le temps est compté, mais pour vous présenter les 2 autres configurations. Si on peut revenir juste à ma toute première slide. Voilà. Donc sur le montage entre copropriétés pures et puis entre maisons individuelles. À chaque fois, on va avoir quelles sont les contraintes juridiques avec lesquelles on va devoir faire, et ensuite des scénarios qui s'en dégagent. Sachant qu'on travaille sur des scénarios qui sont privilégiés. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est pas des scénarios qui sont exclusifs. Il y a plein de choses qui sont valables et qui doivent être étudiées à la lumière de chaque projet individuel. Donc entre copropriétés, là, la grosse contrainte, hein, que tout le monde connaît bien, c'est la loi sur la copropriété. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une loi d'ordre public, hein, c'est comme le code de la commande publique, on est à chaque fois sur des réglementations qui ne sont pas facultatives, hein, on n'a pas le droit d'y déroger, même volontairement, même si on a un vote en ce sens. Non, c'est une réglementation sur laquelle on est contraint. Et de manière générale, pour toutes ces configurations, on a des réglementations d'ordre public. Ce que nous, on conseille en tant qu'avocat, conseil juridique, c'est d'aller sur des techniques contractuelles qui sont directement prévues par ces réglementations. On a toujours la possibilité de faire entre les lignes, hein, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ça, c'est des choses qu'on applique aussi par ailleurs. Mais si on a la possibilité de recourir directement à une technique contractuelle qui est prévue par cette réglementation d'ordre public, donc qui a été prévue spécifiquement pour ces configurations-là, nous, on conseille plutôt d'aller dans cette voie-là. C'est pour ça, par exemple, que pour les copropriétés, un des montages qui est privilégié, c'est le recours à une union de syndicats de copropriétaires. C'est pas neutre en termes procédural, hein, il faut quand même le mettre en place, et puis ensuite, on a toujours un double vote. Chaque syndicat de copropriétaires devra voter et mandater son représentant pour aller voter au sein de l'union dans le sens du vote. Mais ensuite, on a bien une union qui va pouvoir aller chercher, négocier et contractualiser avec des prestataires qui seront communs à l'ensemble des copropriétés. Donc, une fois que l'union est mise en place, on a quand même une opportunité pour de la mutualisation qui est très intéressante. Quelques mots très rapides pour finir sur le cas des propriétaires individuels, des propriétaires de maisons individuelles. Là, les contraintes juridiques de départ avec lesquelles il faut faire, elles sont aussi assez importantes. Forcément, si on a des propriétaires privés, la plupart du temps, ce sont des consommateurs, donc on va avoir une application du droit de la consommation. Là encore, hein, on est sur une réglementation d'ordre public, donc il faudra faire très attention au contenu des contrats, qu'il n'y ait pas de clause qui soit contraire au droit de la consommation. Sachant qu'on est sur des contrats un petit peu innovants, donc il peut y avoir des clauses de lien avec l'échelle collective, etc., qui pourraient être contraires au droit de la consommation. Donc il y a cette précaution-là qui est à prendre. On est aussi généralement avec des non-sachants et qui n'ont pas d'assistance juridique comme on peut avoir un syndic en copropriété. Donc on est sur une configuration un peu différente. Et puis, on a une échelle de participants qui est assez importante. Généralement, quand on a des propriétaires, des maisons individuelles, il va y avoir un nombre de participants assez conséquent. Et donc, forcément, là, une nécessité d'avoir des montages juridiques où il va falloir gérer les entrées et les sorties, ce qui n'est pas forcément simple. Pour terminer, je vous présente un des scénarios qui se dégage pour ces propriétaires privés de maisons individuelles. C'est la création d'une association qui va réunir l'ensemble de ces propriétaires. Dans laquelle les propriétaires, justement, vont pouvoir entrer et sortir de manière assez fluide en fonction de la réalisation de leur projet, du projet sur leur maison individuelle. Sachant qu'une association, elle fonctionne sur une base de statut qui est assez souple. Donc, on va pouvoir prévoir des modalités d'entrée et de sortie qui seront adaptées à la typologie des projets. En plus de cette association, il faut savoir, il va y avoir une organisation contractuelle un petit peu particulière avec un double degré de contrat. Il va y avoir un contrat cadre qui sera négocié, signé au niveau de l'association, et puis ensuite des contrats d'application de ce contrat cadre qui sont signés par chacun des propriétaires individuels.
Donc forcément, un double échelon contractuel qui rajoute un petit peu de complexité. C'est pour ça que ce qu'on recommande en plus dans ce type de projet, c'est que nécessairement, il y ait un mandataire professionnel qui soit là pour accompagner l'association. Qui ne soit pas forcément membre de l'association, hein, la plupart du temps, ce sera un mandataire professionnel, un intermédiaire qui sera extérieur, mais qui pourra représenter, qui pourra agir au nom et pour le compte de l'association dans toutes leurs démarches auprès des prestataires, que ce soit en termes de négociation de contrat, de négociation, de procédure, de contractualisation, etc. Et de suivi des travaux dans la durée. Je m'arrête là parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire en termes juridiques, mais ça fait déjà un beau tour d'horizon. Merci beaucoup, Pauline. Et du coup, là, on travaille aussi sur les documents, les templates de contrats et de documents qui pourront être utilisés. Donc voilà, d'ici la fin du mois ou le mois prochain, on devra avoir ces documents à disposition pour tous les acteurs qui souhaitent lancer une démarche d'achat collectif. Et on va passer rapidement sur l'appel à la manifestation d'intérêt qui est en cours. Avec toi, Félicia. Je fais vite. Un peu comme l'an dernier, on lance un appel à manifestation d'intérêt pour accompagner les collectivités ou les collectifs citoyens appuyés par leur collectivité à lancer des projets d'achat groupé, de rénovation. Donc au travers des différents projets européens qu'on a côté ressort, qui visent notamment à créer de ces dynamiques d'achat groupé de rénovation, on lance cette AMI pour accompagner tous ces acteurs qui veulent bien se lancer gratuitement, et c'est important de le préciser, au travers tous les outils qu'on a un peu présentés au préalable. Donc concrètement, c'est des jours d'ingénierie mis à disposition des collectivités ou des référents côté collectivité pour aider à mobiliser les habitants du quartier via toutes les ressources qu'on a présentées, donc notamment la boussole énergétique, les différents outils, le jeu vidéo que Mathieu va vous présenter après, aider à cadrer la demande et la dynamique citoyenne via notamment l'équipe juridique dont Pauline nous a parlé précédemment, et puis travailler également avec les acteurs de l'offre pour préparer ces PME locales pour répondre à ces nouveaux types de marchés groupés. Alors, où s'inscrire? Vous pouvez prendre attache avec Caroline Prigent, dont les coordonnées s'affichent ici. On pourra vous envoyer également l'AMI version exhaustif. Et globalement, ce qu'il faudra fournir comme information, c'est un descriptif de la collectivité ou du groupement intéressé pour se faire accompagner, présentation de la personne référente et les caractéristiques du quartier qui a été préidentifié, à savoir tout ce que vous pouvez nous fournir, le nombre de logements concernés, le type de logement, la typologie de propriétaire, éventuellement des caractéristiques plus techniques sur les logements, les dates de construction et DPE si disponible. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à prendre attache avec Caroline et on vous fournira toutes les informations nécessaires pour candidater. Et je vais laisser la parole à Mathieu. Je ne sais pas si tu veux partager quelque chose, Mathieu, où on déroule les slides. On peut dérouler les slides et puis je partagerai après mon écran pour la fin. Ok, ça marche. C'est très bien. Et bonjour à tous. Du coup, effectivement, je vais vous présenter un outil qu'on a développé chez Ressort pour parler de rénovation énergétique et d'achat groupé au grand public, qui est donc un jeu vidéo qui s'appelle Renopolis. En 2 mots, du coup, je m'appelle Mathieu Palot, je suis développeur indépendant de jeux vidéo et du coup, j'étais pas tout seul sur le développement du jeu. Évidemment, on a travaillé main dans la main avec Ressort et également avec Bastien Bernand qui s'est occupé de toute la partie illustration. Je le disais, du coup, c'est un jeu vidéo, mais un jeu vidéo avec des intentions pédagogiques. Notre idée, ça a été de créer un jeu qui puisse montrer du coup aux participants l'importance de rénover son habitation, à la fois pour des questions économiques, mais également pour des questions de qualité de vie, et face à des aléas climatiques que je vais vous présenter après dans le fonctionnement du jeu. C'est un jeu vidéo, et donc c'est un jeu, et en fait l'idée c'est que le jeu soit un support pédagogique à part entière. Donc que les joueurs puissent expérimenter en fait avec les étapes clés d'un projet pour finalement se les approprier, apprendre les bonnes pratiques et faire attention aux pièges qu'il faut éviter. Le jeu insiste aussi, parce que vous le verrez, je vais vous présenter juste après, mais c'est une expérience collective, sur l'intérêt de se regrouper entre voisins et donc d'avancer ensemble à l'échelle d'un quartier, comme voilà, dans la logique d'énergie Poverty Zero. Et enfin, le jeu est... Attends, si tu peux revenir juste...
Merci. Et enfin, le jeu est riche d'informations sur de nombreux mécanismes financiers qui existent, tous les pièges à éviter, et donc c'est un support à part entière d'apprentissage. Voilà. Donc comment ça fonctionne? Donc c'est un jeu qui demande d'être animé par un animateur du coup, mais donc voilà, donc en gros c'est un jeu coopératif, ça joue de 4 à 14 joueurs et en fait chaque participant va pouvoir prendre le contrôle d'une habitation sur son téléphone. Donc l'idée c'est qu'il y a un animateur qui va en fait projeter une vue de quartier, une vue d'un quartier avec des maisons de typologie similaires et d'autres différentes. Et l'idée c'est que chaque joueur va pouvoir prendre le contrôle d'une de ces maisons. Donc c'est un jeu en fait qui est semi-coopératif parce qu'on on va jouer partiellement seul à gérer son habitation sur son téléphone, mais il y a toute une dimension collective où il va falloir faire attention à s'échanger les bonnes cartes au bon moment et lancer des travaux également, des travaux disons similaires au même moment pour pouvoir profiter de logiques collectives qui permettent d'aboutir à des réductions de coûts ou en tout cas une meilleure efficacité dans les travaux. Et voilà, on peut passer à la slide suivante, ça c'est le principe du jeu. Bon, là, je vais passer très rapidement là-dessus parce qu'en fait, vous verrez tout simplement, je vais vous faire une petite démonstration du jeu juste après. Mais donc, on est dans un jeu où, en gros, le principe, c'est que chaque habitation est représentée par 4 corps d'état distincts qui vont avoir des indicateurs de résistance au froid, au chaud. Mais encore une fois, je vais vous présenter ça juste après, ce sera beaucoup plus clair. On peut passer en fait à la slide suivante, je pense. Alors concrètement, comment est-ce qu'on joue dans le jeu? Encore une fois, je vais vous montrer ça sur pièce, mais le principe, c'est que pour ceux qui ont déjà joué à certains types de jeux vidéo ou des joueurs de jeux de société, on est sur une formule qu'on appelle un deck builder. Donc le principe, c'est qu'on va avoir chaque joueur va avoir une pioche de cartes dans laquelle il va pouvoir piocher, et ces cartes vont représenter des actions clés pour avancer dans son projet de rénovation. Donc on a des cartes qui permettent de recourir à des financements, on a des cartes qui permettent de faire avancer le projet, on a des cartes qui permettent d'appeler de demander un devis pour rénover sa chaudière, par exemple, pour changer sa chaudière, pardon. Et donc voilà, toutes les cartes représentent des actions clés. Et en fait, à chaque tour, les joueurs vont piocher des cartes, un certain nombre de cartes, ensuite jouer les cartes qui les intéressent. Donc il y a certaines cartes qui vont choisir de ne pas jouer tout de suite, par exemple, ne pas contracter un prêt dès le début du jeu, parce que ce ne serait pas forcément très intéressant, peut-être attendre de lancer les travaux, par exemple. Donc voilà, on joue les cartes qui nous intéressent. Une fois que tous les joueurs ont joué leurs cartes, ils vont faire face à l'événement du jour, alors l'événement du tour, pardon. Donc le joueur présente des événements climatiques, il y a des canicules, il y a des vagues de froid, mais également des événements comme des pénuries sur certains types de matériaux, des hausses des prix de l'énergie, bref, des éléments qui vont structurer la partie des joueurs et auxquels ils vont devoir s'adapter pour réussir à avancer dans le jeu. Et enfin, le quatrième temps, c'est en fait à la fin donc je disais, c'est un deck builder. En fait, à la fin de chaque tour, on va pouvoir ajouter une nouvelle carte à sa pioche qui va nous augmenter nos possibilités d'action. Et en fait, dans tous ces moments-là, donc on va avoir un moment où on va piocher une carte, et puis juste après avoir ajouté une carte à sa pioche, pardon, on va pouvoir en donner une à un voisin. Et donc en fait, c'est là qu'arrive la partie, enfin une grande partie, disons, de la partie collective du jeu, c'est qu'il va falloir s'échanger les bonnes cartes entre voisins pour pouvoir avancer le plus efficacement possible dans son projet de rénovation. Bon, évidemment, c'est un jeu vidéo, donc il a fallu faire des arbitrages entre la fiction et la réalité. La fiction parce qu'on veut quand même que le jeu soit fun à jouer et soit pas trop prise de tête non plus. Je ne l'ai pas dit en début de partie, mais c'est en début de présentation, mais c'est des parties qui durent 30 minutes en moyenne. C'est intéressant avec un groupe d'en faire deux, enfin en tout cas soit une longue, soit deux rapides, soit une longue, mais voilà, donc on va dire entre 30 minutes et 1 heure d'atelier. Et en fait, voilà, il faut quand même que le jeu soit fun à jouer et facile à prendre en main, mais on a quand même voulu qu'il reflète des réalités du monde de la rénovation. Donc toutes les cartes et tous leurs effets sont directement inspirés de mécanismes qui existent, de retours d'expérience, de solutions techniques et réelles. Pour chaque carte, on a à la fois des explications sur comment est-ce qu'elle fonctionne en jeu, mais également des explications sur le lien avec la réalité, ce que ça veut dire dans la vraie vie, cette telle ou telle carte. On a également essayé de mettre plein de petites surprises dans le jeu. En fait, l'idée, c'est que en jouant, vous allez vite comprendre comment le jeu fonctionne. Mais on a quand même eu envie de surprendre le joueur avec des mécaniques qu'il n'a pas anticipées et qui vont pouvoir mettre le doigt sur des pièges à éviter, notamment lorsqu'on entreprend un projet de rénovation.
On est dans le jeu sur une monnaie, ça va peut-être surprendre certains, mais on est sur une monnaie imaginaire et simplifiée. Donc, c'est-à-dire qu'on parle pas voilà, on parle pas d'euros, on n'est pas en milliers, dizaines de milliers d'euros, mais on est tout ramené à des pièces, et donc en fait des ordres de grandeur qui vont, on va dire, de 5 à 10 pièces. Et en fait, l'idée, c'est que ça nous a permis de nous affranchir un peu de la variabilité des prix de la rénovation. Ça nous permet d'avoir un jeu qui sera plus durable dans le temps aussi, hein, qui ne va pas être rendu caduc trop vite par des évolutions des coûts de certains matériaux ou autres. Et en même temps, on a quand même essayé de respecter des ordres de grandeur crédibles. C'est-à-dire que vous aurez des matériaux qui seront dans les faits moins chers que d'autres parce que dans la réalité, ils sont moins chers. Mais tout est ramené, disons, à une monnaie plus simple. Et enfin, je le disais, l'objectif, c'est que les joueurs puissent apprendre pas simplement avec un discours tout fait qui leur serait donné par l'animateur, mais bien en jouant. Donc en fait, on a vraiment voulu que toute l'expérience des joueurs dans le jeu, donc que ça soit leur réussite ou leurs erreurs qu'ils vont faire, vont leur permettre d'engranger des connaissances sur la rénovation. On peut passer à la slide suivante. Ouais, je voulais faire un tout petit aparté sur le. Voilà, donc ça a demandé un gros boulot quand même, le développement de ce jeu. Donc je disais, j'étais pas tout seul. J'ai travaillé avec Bastien Bernand à la création visuelle. Donc c'est lui qui a fait toutes les illustrations du jeu. Je vous ai mis ici un lien vers son book. C'est quelqu'un qui travaille super bien et que je recommande chaudement. Et on a vraiment voulu que le jeu soit donc déjà voilà, agréable à l'œil, qu'il soit beau, qu'il soit attirant, s'éloigner parfois un petit peu des illustrations un peu classiques qu'on voit sur la rénovation qui sont pas toujours des plus sexy, disons. Donc voilà, on a essayé de faire quelque chose qui est plaisant. J'espère que ça plaira. Tiens, tu peux. Et voilà, juste pour un. Non, je veux bien que tu remontes juste. Voilà, c'était pour insister 2 secondes, mais donc le jeu est développé sous le moteur Godot, qui est un moteur sous licence MIT, donc c'était une licence libre. Et l'objectif, donc voilà, le jeu n'a aucun objectif commercial, il sera diffusé gratuitement en ligne et il aura même pour vocation d'être un logiciel libre. Donc c'est-à-dire qu'on libérera le code et tous les contenus visuels sous licence libre pour que si des développeurs à l'avenir veulent reprendre la main là-dessus et le développer davantage, que ça soit possible. Et enfin, parce que le jeu s'explique, disons qu'il y a des tutoriels dans le jeu, etc., mais disons que le mécanisme du jeu, il y a quand même besoin de l'expliquer au moins à l'animateur qui va gérer la session du jour. On met du coup en ligne sur le site de Ressort un kit d'animation pour aider les animateurs à se familiariser avec le jeu et à piloter leur session. Le kit d'animation, il sera composé de 2 choses. Il y aura du coup une vidéo complète de présentation du jeu, de comment est-ce qu'il fonctionne, de comment lancer une session, piloter une session, etc. Et il y aura également une fiche mémo A4 qui sera imprimable le jour J, avec des grands rappels de comment le jeu fonctionne pour pas que les animateurs soient paumés au moment de lancer le jeu. Donc voilà, tout ça sera hébergé sur le site de Ressort. Ce n'est pas encore le cas, mais en attendant leur mise en ligne, si vous avez toute question sur le jeu, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis mon adresse juste là, mpalo@ressort.life. Et voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Et j'en profite parce qu'il me reste 10 minutes pour vous faire une petite présentation du jeu. Donc là, Fenitra, je vais reprendre la main sur l'écran. Et je vais montrer 2 secondes les rouages juste pour lancer la session. Est-ce que déjà vous voyez faire des bêtises sur mon écran? On voit très bien ton écran. Très bien. Et donc, voilà. Donc je disais, le jeu, c'est une expérience collective. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais lancer 4 instances du jeu. En haut à gauche, vous avez l'instance animateur. Donc je vais juste créer une session du nom appelée Renopolis. Et je vais lancer 3 personnes qui vont jouer en temps réel. Donc c'est moi qui vais le faire. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne, la partie collective du jeu. Donc en fait, donc je le disais, l'animateur il a juste à créer une session du nom qu'il veut. Donc là j'ai pré-rentré le nom Renopolis, mais on peut l'appeler la session qu'on veut. Ça nous permet de faire plusieurs sessions aussi en parallèle sur le même serveur en fait. Et ensuite les joueurs sur leur téléphone, donc une fois qu'ils sont connectés au jeu, ont juste à rentrer le nom de la session, à faire rejoindre, et on leur demande un prénom. Pif, hop. Et donc ça pour les 3 joueurs. Et hop. Et donc voilà, donc l'animateur voit, donc, du coup tout ça c'est sur un réseau, l'animateur sur son écran voit le nombre de personnes qui sont connectées à la partie, donc là on a 3 personnes connectées, et sur leur téléphone, les joueurs sont invités à choisir l'habitation qu'ils veulent. Donc ils ont le choix entre 3 typologies d'habitation dans le quartier. Il y en aura une 4e qui seront au niveau de la copropriété dans le futur développement du jeu, mais pour l'instant du coup il y a 3 typologies de maisons individuelles, des maisons qui sont en bande, donc on en choisit une, donc mettons, allez ce joueur-là il prend celle-ci, donc là on est sur des maçonneries enduites,
La toiture, c'est des tuiles de terre cuite, et on est sur des combles perdus à un étage. Hop. La deuxième personne, allez, on va lui faire prendre une des maisons, donc c'est des maisons qui sont mitoyennes cette fois-ci. Elles sont en briques de parement, en tuiles d'ardoise et aussi des combles perdus. Hop. Et enfin, le troisième joueur va prendre une maison qui est isolée sur sa parcelle, en pierre de taille et en tuiles de terre cuite, sans étage et des combles aménagés. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on a voulu trois typologies de maisons qui puissent refléter disons, voilà, avoir plus de chances que chacun puisse retrouver une maison telle qu'elle lui ressemble, qu'elle ressemble dans la réalité. Et aussi avec du coup des situations de départ différentes. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, la maison en pierre de taille, par exemple, on va pas l'isoler de la même façon qu'on va isoler la maison en bande juste en maçonnerie. Donc il y a des enjeux en partie qui sont légèrement différents et des situations de départ qui sont légèrement différentes. Une fois que tous les joueurs se sont connectés, donc on voit sur le quartier, chaque joueur a pu prendre le contrôle de sa maison. Je ne l'avais pas dit, mais du coup, en lançant la partie, en fait, il y a un code barre qui est affiché sur la vue de quartier, et donc les joueurs ont juste à flasher le code barre sur leur téléphone pour lancer l'application du jeu. Donc c'est une web app, donc ils peuvent lancer ça directement en ligne. Et ensuite, l'animateur peut démarrer une partie. Donc là, juste le temps que le serveur fasse passer l'information. Juste pour présenter du coup cette vue de quartier, hop. Donc l'animateur sur sa vue de quartier, donc on a un quartier qui est un petit peu vivant. Là, il y a 3 personnes, mais je disais, le jeu il peut être joué jusqu'à 14, donc toutes les maisons peuvent être occupées. Et en fait, l'animateur peut montrer en direct l'avancement des travaux des différents participants dans chaque maison. Donc voilà, on peut regarder Sophie, pour l'instant, sa maison, elle est en étiquette F, et elle a pas l'air, elle a l'air plutôt contente, parce que du coup, là, je vais vous montrer juste après, mais dans le jeu, on a à la fois à gérer un budget, et on a aussi à gérer une qualité de vie. Et au fur et à mesure de la partie, donc là, je vais juste tricher pour vous montrer, mais au fur et à mesure de la partie, il y a des maisons qui vont pouvoir s'abîmer, parce que du coup, on fait face à des événements qui vont abîmer nos maisons. Mais les joueurs vont pouvoir les rénover, et donc ça va, voilà, on va avoir des petits camions qui vont arriver, des petites grues, et juste pour montrer en fait en temps réel ce qui se passe au niveau des maisons de chacun des joueurs. Voilà. Donc je le disais, les joueurs ont choisi 3 typologies différentes. Donc on est ici sur la maison en bande, ici sur la maison isolée, sur la maison mitoyenne, et ici sur la maison isolée. Donc ils ont 3 maisons différentes avec, du coup, je le disais, des enjeux différents. Je vais vous montrer juste le tuto du jeu sur, on va dire, allez, sur la maison, celle-ci. Donc là, le joueur, on précise que c'est la maison qu'il a choisie. Et donc, je le disais tout à l'heure, les performances techniques au sein du jeu sont présentées par 4 composants clés, par 4 corps d'état, que sont la façade, la toiture, les fenêtres et les portes, les menuiseries, et le système de ventilation et de chauffage de la maison. Pour chacun de ces corps d'état, on va avoir un indicateur de résistance au froid, un indicateur de résistance à la chaleur, et enfin une jauge d'intégrité qui témoigne de l'état de dégradation du composant. Et en fait, ces indicateurs de résistance au froid, au chaud, et cette jauge d'intégrité, enfin surtout les indicateurs de résistance au froid, va nous permettre de mieux résister l'hiver, et donc d'avoir moins besoin de chauffer en hiver si on a une maison qui est rénovée. À l'inverse, du coup, en été, il va faire moins chaud dans la maison, donc je vais vous montrer une séquence de canicule juste après. Si du coup, pareil, on a des indicateurs qui sont plus élevés. Donc là, pour l'instant, 2, 1, 1, 1, 0, on est plutôt sur des indicateurs qui sont faibles en situation de départ. Et la jauge d'intégrité, il va falloir faire attention à bien faire l'entretien courant de nos différents quarts d'état pour éviter qu'ils se dégradent. Je le disais, on a une monnaie virtuelle qui constitue en fait notre budget, qui va nous permettre de réaliser des actions à travers les cartes, mais je vais vous montrer ça juste après. Et enfin, on a aussi à gérer une jauge de confort, une jauge de qualité de vie, qui va se dégrader si on subit des événements auxquels on ne peut pas faire face, comme des températures très basses ou très hautes à l'intérieur de la maison, et sur lesquelles on va pouvoir jouer aussi en faisant des petits travaux intérieurs, des choses qui vont permettre de remonter un petit peu, on va dire, le bonheur de nos habitants à l'intérieur de la maison. Et voilà, donc toutes les actions se font par l'intermédiaire de cartes. Donc on a au début une pioche de 6 cartes, et en fait, au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir ajouter de nouvelles cartes à notre pioche pour augmenter nos possibilités d'action. Mais je vais vous montrer ça en direct, ça sera plus simple. Hop. Donc là, on a nos joueurs. Bon, ils avaient tous le tutoriel, donc je vais juste passer le tutoriel sur chacun d'entre eux. Hop. Et donc ces 3 joueurs vont pouvoir piocher leur première carte. Donc là, on pioche 4 cartes. Et en fait, au fur et à mesure de la partie, on aura plus de cartes de notre pioche. Donc on va seulement piocher une partie de notre pioche, et on va pouvoir faire des choix sur est-ce qu'on a envie de jouer telle ou telle carte. Donc si cette fois-ci, je vais, par exemple, chez lui,
Chez lui, il a pioché un entretien des systèmes courants. Donc, on voit que nos systèmes, ils sont à 2 sur 3 d'intégrité. Donc, on pourrait faire l'entretien des systèmes, mais ça nous coûte 1. Et ça nous rajoutera un point d'intégrité. On peut installer une nouvelle décoration qui va rapporter un petit peu de bonheur au cas où on soit trop bas niveau confort. Donc là, pour l'instant, on n'est pas trop mal, donc on n'est pas obligé de le faire. Et on a, par exemple, on a une carte budget pour la maison. Donc ça, c'est juste des cartes qui nous permettent d'augmenter notre budget et qui vont nous permettre de réaliser des travaux de rénovation énergétique. Bon, là, on va dire qu'on va juste jouer la carte budget et on va faire l'entretien de la toiture, par exemple. Et puis, les autres joueurs ont pioché d'autres types de cartes. Ce que je n'ai pas dit, c'est que, je crois que je l'avais dit en introduction, mais les cartes donc, ont une description en jeu. Donc là, par exemple, l'entretien des menuiseries, ça permet de restaurer un point d'intégrité pour les menuiseries. L'entretien des systèmes, pareil. Et si on ouvre une carte en grand, on a une description détaillée du lien avec la réalité, donc de pourquoi est-ce qu'il est important d'entretenir ces systèmes de chauffage dans la vraie vie. Voilà. Donc je vais jouer assez rapidement pour vous montrer les autres parties du jeu. Donc là, mettons, allez, lui, on va lui faire une nouvelle décoration et l'entretien des systèmes. Et lui, peu importe, hop, du budget et l'entretien des menuiseries. Allez, hop. Et donc on met fin au tour. Donc là, je le disais, c'est un jeu coopératif. Donc les joueurs vont jouer leurs cartes et puis ensuite vont s'attendre parce que du coup, l'idée c'est qu'ils jouent en même temps pour qu'ils puissent discuter des cartes à s'échanger. Et ensuite, on passe sur la partie deck builder du jeu, donc la partie où on va ajouter de nouvelles cartes à notre pioche. Donc en fait, chaque joueur va avoir le choix entre 3 cartes qui lui sont proposées. Donc là, on a une carte Rendez-vous avec France Rénov, qui nous permettra à terme de déclencher un audit énergétique. On a une carte prêt bancaire, donc faire un prêt, donc on va gagner du budget, mais par contre, il faudra rembourser derrière notre prêt, évidemment. Et une carte installation d'un climatiseur qui nous permettrait de faire face aux canicules. Donc, ça nous coûte de l'argent. Faire face aux canicules, ça nous coûtera aussi de l'argent pour le faire fonctionner. Donc, à voir si c'est intéressant. Bon, alors ce joueur-là, j'ai déjà oublié comment il s'appelle, mais on va lui faire prendre par exemple la carte, hop, Rendez-vous France Rénov. Et ensuite, après avoir pris une carte, je le disais, on va pouvoir en envoyer une à un voisin. Donc là, on voit que ces deux voisins, c'est Marc et Chris. Donc dans la salle, il est avec Marc et Chris. Et l'idée, c'est qu'il demande à Marc ou à Chris ce qui l'intéresse. Est-ce que Marc a besoin d'un prêt bancaire? Est-ce que Marc a besoin d'un climatiseur? Donc là, pour l'exemple, on va dire que Marc avait besoin d'un prêt bancaire, et donc je passe le prêt bancaire à Marc. Et les autres joueurs font la même chose. Hop, je vais leur donner à tous le Rendez-vous France Rénov, bien pratique. Et ici, je vais envoyer une carte procédure d'achat groupé. Donc là, c'est une carte. Si elle est jouée par un joueur, ça va faire que tous les travaux similaires lors d'un même tour coûteront moins cher. Donc l'idée, c'est de se coordonner pour faire des travaux pour économiser de l'argent. Donc voilà, on va dire qu'on va envoyer à Sophie la procédure d'achat groupé. Hop. Et on va ajouter France Rénov et on va envoyer les panneaux photovoltaïques à Sophie. Voilà. Et donc, après s'être échangé les cartes, on reçoit les cartes qui nous sont envoyées. On peut les refuser. Donc, c'est-à-dire que dans le jeu, vous verrez, il y aura des cartes qui seront un petit peu des pièges, des choses qui ne sont pas si intéressantes que ça, ou qui ne sont même pas du tout intéressantes. Et donc, on peut toujours décliner une carte qui nous a envoyée. Donc là, Marc, il a reçu la procédure d'achat groupé. Allez, on va le prendre. C'était pas Marc, c'était de la part de Marc. Et là, de la part de Sophie, on a reçu un prêt bancaire. On va dire qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Et des panneaux photovoltaïques ici. On les prend. Et donc, je le disais, au début de chaque tour, on va nous annoncer l'événement qui va arriver au tour d'après. Donc là, on nous annonce que au prochain tour, il va y avoir une canicule qui va arriver. Donc, la canicule, elle va elle va faire chauffer l'intérieur de notre maison et elle va risquer de nous coûter de la qualité de vie. Quand on pioche des cartes, on a des cartes qu'on peut jouer, on a des cartes qui se jouent automatiquement. Des cartes qui se jouent automatiquement parce qu'elles vont avoir un impact notamment sur, donc là c'est une carte usure naturelle de la maison, donc c'est une carte que j'ai pas le choix de jouer, qui va représenter l'usure, la dégradation naturelle de mon habitation. Donc là, il faut que je fasse un peu attention, par exemple, les systèmes énergétiques sont assez bas niveau intégrité. Je vais jouer ma carte France Rénov, par exemple, et je vais pas mettre mes panneaux photovoltaïques parce que j'ai pas encore isolé ma toiture. Je vais juste, bon voilà, on va s'arrêter là. Et je vais mettre ça à mon tour pour regarder ce qui se passe avec la canicule. Donc là, on a la phase de canicule. Donc je disais, donc là, en fait, on va comparer, c'est vrai que je n'ai pas expliqué, mais on va comparer la force de la canicule avec les indicateurs de résistance de chacun des éléments des corps d'état de notre habitation. Et donc, au final, là, vu qu'on a un bâtiment qui est très peu isolé, il fait très chaud dans notre logement. Il fait 34 degrés. Donc là, on a une petite phase de mini-jeu où les joueurs ont juste à fermer leurs volets pour gagner quelques degrés à l'intérieur de la maison, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose de plus, parce que de toute façon, leur maison n'est pas très bien isolée. On peut aussi étendre son linge. Allez, hop, ça fait gagner un petit degré, et on passe à la suite.
Donc voilà, donc vous voyez que là, on avait, donc on a fait, voilà, on a gagné, il faisait quand même très chaud et je ne l'ai pas montré, je vais le montrer chez un autre joueur, ça sera plus simple. Mais, hop, tac, voilà, je vais passer le tour, on va dire que si je vais jouer quand même son France Rénov', hop. Je voulais montrer juste l'impact sur le bonheur, enfin sur la qualité de vie. Donc là, il fait 34 degrés, donc on se retrouvera avec 2 points de qualité de vie. Donc fermer nos volets, ça nous fait au moins gagner quelques points supplémentaires, ça nous évite d'en perdre trop. Et c'est important à gérer pour la suite du jeu. Hop. Voilà, on va passer à la suite. Donc encore une fois, voilà. Et donc ce que je disais, à la fin de chaque tour, on a une phase, on va pouvoir ajouter encore une fois une nouvelle carte à notre pioche et en passer une à un voisin. Donc l'idée, c'est, encore une fois, de choisir les bonnes cartes et de coopérer pour avancer dans le jeu. Tac, tac, tac. Bon, voilà, mettons, on va prendre des panneaux photovoltaïques et on va donner un climatiseur. Hop. Bon, je joue 3 joueurs, donc c'est parfois un petit peu long. Mais c'est juste pour... Je vais faire encore un tour de jeu juste pour vous montrer la partie rénovation stricto sensu. Hop. Est-ce que du coup, je crois que, en tout cas, allez, on va pas prendre les cartes, on va essayer d'avancer vite. Voilà, donc là, il n'y a pas que des événements négatifs dans le jeu. Ici, on a un événement subvention prévu pour la mairie. Donc, c'est une subvention sur l'audit énergétique qui coûtera 0 ce tour-ci. Donc, l'audit énergétique est intégralement pris par la mairie. Et donc, l'idée, c'est aussi de savoir jouer avec ces événements qui vont nous arriver pour, voilà, pour les anticiper ou pour jouer en fonction. Donc là, par exemple, si je pioche une carte, parfait, j'ai pioché une carte audit énergétique, elle me coûte 0 ce tour-ci. Et donc, elle va me permettre de débloquer des cartes de 8 travaux qui vont me permettre de m'engager sur des travaux de rénovation. Je vois qu'il est déjà 18h04, donc je vais conclure ici. Voilà, donc là, on a vu vraiment l'introduction du jeu. On n'a pas encore commencé les travaux de rénovation, mais c'est normal, c'est un jeu qui prend une quinzaine de tours avant de pouvoir vraiment rénover son habitation. Mais l'idée, c'est de montrer que ça prend un petit peu de temps aussi, les phases amont, réaliser un audit énergétique, prendre des rendez-vous, appeler des devis, etc. Mais donc tout le jeu montre toutes ces étapes et nous permet à terme de rénover notre habitation. Ça, on l'a peu vu du coup parce qu'on n'a pas vu les travaux de rénovation, mais évidemment, il y a une vraie partie esthétique où là, on a notre habitation de maison en bande. Si elle se dégrade parce qu'on ne fait rien et on laisse nos équipements se dégrader, bon, on va le voir visuellement, les fenêtres, les toitures, notre chaudière va se mettre à fumer, etc. Sur la vie de quartier aussi, d'ailleurs, ça se verra, on pourra voir l'état de santé des maisons des différents joueurs. Et à l'inverse, une fois qu'on entreprendra des travaux de rénovation, ça sera visible également sur cette vue-là. Donc on va pouvoir voir la toiture isolée, on va pouvoir voir l'isolation par extérieur, les menuiseries qui sont en double ou triple vitrage. Et si on remplace la chaudière par un poêle à bois ou par une pompe à chaleur, bon, ça se verra aussi sur cette vue-là. Donc l'idée, c'est aussi de rendre très visuel ces travaux. Voilà, j'en ai pas trop montré, mais en même temps, ça permet aussi voilà, de teaser un peu le jeu et de vous donner envie d'en voir plus sur toute la partie travaux du jeu. J'espère que la présentation a été claire et pas trop speed. Et je vous remercie à tous pour votre attention. Hop. Et je ferme tout ça. Avec le micro, c'est mieux. Merci Mathieu et merci à tous d'être restés avec nous jusqu'à 18h05. On a un tout petit peu débordé. Je suis pas sûre qu'on ait forcément le temps de prendre des questions parce qu'à mon avis, tout le monde est en train de rentrer ou en tout cas de finir sa journée. En tout cas, si vous voulez prendre contact avec nous, on est bien sûr disponible. Donc voilà, vous pouvez contacter Ressort ou nous contacter personnellement si vous avez nos coordonnées. On reviendra vers vous également avec les ressources qu'on a présentées et on vous mettra également les liens des ressources dont on a parlé, dont bien sûr le kit d'animation au jeu Renopolis. Eh bien, à moins qu'il y ait d'ultimes questions ou remarques, merci encore à tous les intervenants et tous les participants. J'espère que ça aurait été intéressant et au plaisir d'échanger sur tous ces sujets d'achat collectif. Au revoir à tous. Merci à tous.